Bonjour tout le monde et bienvenue à notre premier top 10. Donc notre top 10 est basé sur... Il n'est pas structuré par des lignes directrices, il n'est pas structuré par un thème, il n'est pas structuré par aucun barème. Essentiellement, on s'est basé sur les 10 jeux qu'on préférait jouer en ce moment. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire, un top 10, parce que évidemment, ce que tu veux jouer aujourd'hui, ça change tout le temps un petit peu. Okay? Puis, fait que c'est pour ça qu'à la fin du top 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mentions honorables, qu'on va mentionner un dernier 5 jeux qui n'ont pas fait la cote, si on peut le dire comme ça, puis qui sont quand même des bons jeux qui auraient dû être considérés selon nous. Et encore une fois, ça c'est entièrement subjectif parce que ce que moi j'aime jouer, c'est pas nécessairement ce qu'André aime jouer tout le temps. Puis essentiellement, je dis ça. Je vais jamais dire non à jouer à un jeu de société. C'est ça qui arrive, c'est pour ça que c'était dur à faire. C'est comme, il y a trop de jeux que j'aime jouer. Je pense qu'avec ces 10-là, vous allez avoir une bonne idée c'est quoi nos jeux favoris. Ouais, nos styles de jeux qu'on aime jouer. Alors, on commence. Numéro 10, André, vas-y. Mon numéro 10, Euphoria, Build a Better Dystopia, un jeu de Stonemaier Games. Un jeu qu'ils ont fait un petit peu après Viticulture, un petit peu avant Side. Un jeu de placement de travailleurs. Ce qui est particulier avec ce jeu-là, c'est que les travailleurs, c'est des dés normales, 1 à 6. Puis, tu places les dés sur la planche, mais il faut que tu fasses attention qu'il n'y ait pas trop d'intelligence. L'intelligence est basée sur la valeur du dé. Chaque fois que tu vas rechercher tes dés, il faut que tu brasses les dés. Tu auras une chance que les travailleurs soudainement se rendent compte que tu es en train de les utiliser, les exploiter, puis qu'il y en a peut-être un qui va sacrer son camp. Donc là, on a toute une gestion de ça sur tes dés à faire qui vraiment ne va pas ça beaucoup dans les jeux. Que tu peux perdre un travailleur, ça peut être frustrant. Mais quand tu sais comment le jeu fonctionne, tu peux te préparer à ça. Puis le jeu est vraiment intéressant. J'aime aussi l'aspect que les bâtisses qui ont des... il y a comme un marché sur le console des bâtisses qui ont des habiletés spéciales. Puis seulement ceux qui ont contribué à le bâtir peuvent bénéficier de ça. Ceux qui l'ont pas contribué ont une pénalité. Donc il faut que tu gères tout ça. Vraiment intéressant comme jeu. C'est un jeu que j'ai apprécié plus en plus que j'ai joué. Puis ça continue à monter. Parce qu'au début, on a mal joué au commencement, moi puis Benoît. Puis on a fini la partie, on est comme... pas vraiment le fun ça. Mais quand tu joues bien le jeu, puis c'est super. Ça a tendance à être ça pour n'importe quel jeu. Si tu joues bien, ça a tendance à être bien. C'est ça. Alright. Mon numéro 10, c'est The Rise of Queensdale. Donc, numéro 10, Rise of Queensdale. Pourquoi je l'ai mis là et non ailleurs? C'est parce que c'est un legacy game. Puis on a commencé à jouer. On a quoi, 4 parties dedans en ce moment? 5 parties dedans en ce moment? C'est un jeu, justement, c'est un legacy game. Je suis un grand amateur de l'idée de legacy. Ça, de un, pour moi, campaign, legacy, je tripe tête. J'aime ça. Sauf que c'est tellement demandant de jouer des legacy games à longue que des fois, tu veux pas tout le temps jouer des legacy. Peu importe, parenthèse à part. Okay? Donc, Rise of Queensdale. On construit, essentiellement, on est des employés puis, d'un royaume, puis on s'en va, on est des architectes d'un royaume, puis on s'en va construire un château pour la reine. Puis son messager vient tout le temps regarder ce qu'on fait, nos progrès, puis c'est ça. Fait que chaque joueur, on roule nos dés à chaque ronde, puis nos dés sont placés comme des travailleurs, un peu comme Euphoria, mais un petit peu différent parce que nos dés nous dictent les actions qu'on peut prendre en même temps à chaque tour. Il y a des façons mitigées, là, mais peu importe. Essentiellement, on construit chacun plus ou moins un quartier du royaume, puis on contribue à... on a chacun nos propres objectifs, puis on contribue au royaume, puis essentiellement à la fin de la legacy, à la fin de la campagne au complet, c'est le joueur qui va le mieux fait qui gagne la campagne. Moi, ce jeu-là, écoute, placement de travailleurs, des dés, il y a une façon de mitiger les dés, il y a d'autres actions aussi qui peuvent être faites. J'aime ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas rien d'extraordinaire à dire. Il y a pas. Le livre de règlement, il est comme gros de même, puis tu commences avec comme rien. Il y a comme rien dans le livre de règlement. Ça commence extrêmement simple comme jeu. Puis je sais que ça va donner de plus en plus compliqué. En ce moment, ça commence déjà de plus en plus compliqué, plus d'actions possibles, plus de choses qui se présentent. On a l'opportunité de personnaliser nos dés à travers la partie, puis juste des petits détails comme ça. Pour moi, c'est comme. C'est en masse pour faire que ce jeu-là. C'est un jeu que je veux rejouer. C'est un jeu que j'aime. Ma crainte, c'est que c'est un legacy game. Donc éventuellement, il va atteindre sa fin. Je ne pourrai plus le rejouer. Ou je vais pouvoir le rejouer, mais seulement le dernier scénario qui est jamais aussi agréable. Fait que ça, c'est ma seule crainte, mais c'est pour ça que je l'ai mis numéro 10. Et non ailleurs dans mon top 10, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup en ce moment.
Numéro 9. Alors, on va commencer avec moi, vu que je parle déjà. Mon numéro 9, j'ai mis Castles of Mad King Ludwig et sans l'expansion. Pourquoi sans l'expansion? On arrive là en arrière là. Les Castles of Mad King Ludwig, moi j'ai l'expansion chez moi. J'ai trouvé que les Swans, les oies en français, les oies, ont comme enlevé un petit peu au jeu parce qu'il y avait juste. Ben, c'est pas vrai, c'est pas qu'ils enlèvent au jeu, c'est juste que j'ai moins apprécié cet aspect-là du jeu. Mais fait que c'est pour ça que je parlais pas d'expansion, je parle du jeu de base. J'aime ce jeu-là. Les thèmes dans les salles, qui sont actually des salles qui ont été construites dans le château de Ludwig, c'est entièrement thématique par rapport au vrai château en Autriche. Yep. Donc, la combinaison aussi, ta salle à coucher est à côté de ta salle de jeu. Tu perds des points parce que ta salle à coucher, ton bonhomme veut dormir, il veut pas aller quelqu'un qui joue dans la salle à côté. Ouais. Juste le thème est tellement bien introduit, la façon qu'il faut que tu places, tu construis ton château. En plus de ça, il y a comme un enchère à chaque tour. C'est pas autant une enchère qu'il y a une personne qui dicte un peu le prix à chaque ronde des pièces. Tu payes ce joueur-là parce que c'est lui qui est comme le maître architecte de cette ronde-là, puis c'est lui qui détermine qui peut bâtir quoi. Un bon mécanisme. I cut, you choose. Ouais. Tout du jeu fonctionne bien. Puis même si quelqu'un ne sait pas jouer, peut réussir. J'ai joué une partie à un moment donné avec quelqu'un qui. C'est une des seules parties que j'ai perdues dans ma vie en passant. La personne n'avait aucune idée vraiment ce qu'elle faisait, puis à la fin elle a gagné. Puis tout ça parce que il y avait trop de comme. Il y avait trop de concentration sur comment est-ce que je peux empêcher telle personne d'avoir telle pièce, telle personne d'avoir telle pièce, puis lui est arrivé, puis il a pris des pièces qui ne marchaient même pas nécessairement avec les objectifs de la partie à cette partie-là, puis il a quand même réussi à gagner. Donc, je ne sais pas comment dire, ce jeu-là, je trouve qu'il est balancé. Il est un petit peu dur à absorber en partant parce qu'il y a beaucoup de détails, mais c'est vraiment un jeu que j'aime jouer, j'aime sortir, puis j'aime le thème dedans en plus. Je sais pas comment le décrire, c'est un jeu que j'aime. Point final. Super plaisant. Là, une affaire que les gens ils disent au début, c'est l'enchère, des fois comme de figurer ou mettre les salles pour quel prix. Ça peut être comme un petit peu dur à commencer, mais quand tu passes parce que tu regardes quel thème qui est important pour qui, à quel temps, puis c'est ça que les gens n'aiment pas dans la première partie. Quelle salle que moi je veux, parce que j'ai la place trop. C'est cher, ça va, ça reste trop cher, mais elle coûte super cher quand tu veux l'acheter. C'est ça le dilemme. Moi, je trouve que ce dilemme-là est tellement intéressant. Je l'apprécie. C'est un bon mécanisme. Je l'apprécie. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Ouais, en tout cas. Fait que Castles of Mad King Ludwig, pour moi, numéro 9. Puis pourquoi j'ai pas mis l'expansion, c'est à cause des Swans, parce que les motes, j'aime vraiment l'idée des motes. Ça serait le fun. Ben, je pourrais jouer avec les motes, ou comment on dit ça en français, les motes? J'ai aucune idée. Je pourrais jouer avec les motes sans les oies. Mais essentiellement, l'expansion vient avec les deux ensemble. C'est pour ça qu'il n'a pas fait le code avec l'expansion. Peut-être que en tout cas, peu importe. Numéro 9. André. Mon numéro 9, Dinosaur Island, The Pandasaurus Games. On commence par parler par le thème. Le thème extraordinaire, Parc Jurassique. Ils n'ont pas eu les doigts au Parc Jurassique. Donc, ça s'appelle Dinosaur Island, mais essentiellement, c'est ça que c'est. Et en même temps, le jeu te donne le sentiment de quand on jouait dans le temps, à ceux qui ont notre âge, à Roller Coaster Tycoon. Oui. Donc, c'est comme le mix de ces deux affaires-là, c'est tellement satisfaisant. C'est un jeu de placement de travailleurs, encore. Faut que tu développes l'ADN pour construire, dans le fond, pour faire grandir tes dinosaures dans ton parc. Les dinosaures, dépendant quel que tu as, un herbivore, un carnivore, ça affecte la menace à ton parc. Il faut faire attention à ça parce que les dinosaures peuvent, si c'est trop de menaces, passer de sécurité, ils peuvent être lousses et aller manger tes visiteurs. En même temps, si la menace attire les visiteurs, ça fait des points. Oui, la menace parce que ça donne de l'excitement, il y a plus de monde qui vient dans ton parc. C'est vraiment un bel équilibre. Vraiment, les actions sont vraiment intéressantes. Tu as des assistants que tu peux acheter pour avoir encore là, des habilités spéciales, toujours le fun dans une partie. Vraiment, je sais pas, c'est juste l'ensemble de ça, tout ensemble, fait vraiment. C'est nostalgique puis c'est fun. Oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus. 100% d'accord avec toi. Numéro 8. Vas-y, André. Mon numéro 8, Detective, a Modern Crime Board Game. Ça, c'est le choix pour moi qui va peut-être partir vu que c'est une campagne. Tu le fais une fois, c'est fini. Maintenant, ils ont sorti une expansion, là, LA Crimes. Donc, il y a d'autres histoires, une autre campagne que tu peux faire. Donc, il y a une continuité dans le jeu. Mais essentiellement, c'est
pas tant une continuité. C'est une autre histoire. Une autre histoire. Ça, tu peux rejouer le jeu dans différents thèmes, c'est différentes ça. histoires. C'est ça. Tes coopératifs, tellement thématiques, c'est encore mieux si tu peux te placer comme si tu pourrais jouer dans un office avec un genre de tableau blanc. Là. Parce que t'écris toutes les choses sur le tableau blanc. Oui, parce que t'as pas le choix d'écrire plein d'affaires. Il te manque juste la planche en arrière que tu pines toutes tes photos dessus Exactement. avec des cordes. Si t'es capable d'avoir ça, le thème, tu vas tellement trouver que t'es vraiment comme un détective. Ça te file comme si c'était un détective. Oui, c'est juste jouer avec des cartes. Tout se passe avec des cartes. Il y a du texte, des indices. Là, il faut nous autres essayer de figurer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi t'as besoin d'Internet. Tu peux pas jouer à ce jeu-là sans Internet. Ça, c'est l'affaire qui en a plus le fun. C'est qu'ils ont créé tout un database, là, une base de données, qui s'appelle Antares, qui est une base de données comme si c'était dans la CIA. Puis sur les cartes, tu as toutes sortes de personnages, de personnes, d'indices que tu peux rentrer dans ce programme-là pour te donner de l'information, des dossiers sur certaines personnes, tout ça. En plus, c'est dans ce programme-là que tu vas rentrer des codes pour les obtenir de l'information quand tu as comme fait l'ADN, des affaires comme ça que tu as trouvé. Puis vraiment, vraiment intéressant. Tu peux même aller en ligne pour avoir plus d'informations sur certaines affaires comme ça. Google, des fois, tu vas sur Wikipédia ou sur Google puis tu fais une recherche sur tel sujet parce que c'est une fausse histoire, c'est une fausse histoire, mais c'est avec des éléments historiques et réels. Puis c'est que tu te sens comme un détective parce que t'as pas le choix d'aller faire ta propre recherche en ligne, t'as pas le choix d'aller essayer d'associer pourquoi est-ce que ça rentre en jeu. Tu peux pas tout choisir de faire, faut que tu choisisses des classes spécifiques, tu as du temps, comme ton boss te dit, tu as 3 jours pour faire ta mission, puis c'est des journées de 8 à 4, tu peux faire l'overtime, mais ça te cause des problèmes, ça te fait. Super bon jeu. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Mon numéro 8, écoutez, j'hésitais entre justement détective ou mon vrai numéro 8, mais finalement détective, je vais le mettre dans mes mentions en arabe, on revient plus tard. J'ai mis Exit Series. La série de jeux Exit, pour moi, a eu beaucoup de hauts et de bas, mais dernièrement, les plus récents, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je reviens toujours avec le même problème que tu veux jouer à ça avec 2 joueurs, peut-être 3 maximum, mais tu veux vraiment jouer à ça à 2 joueurs. Puis pour moi, ce jeu-là, à 2 joueurs, excellent. Tu sais, t'es 2 à travailler ensemble, tout le monde peut lire les cartes en même temps, peut résoudre des énigmes en même temps. C'est l'escape room. Moi, c'est un escape room, si tu veux, chez toi, qui se passe dans une petite boîte. Puis, dernièrement, les derniers que j'ai fait, les 3 derniers que j'ai fait, ils ont trouvé des façons vraiment originales de te faire penser vraiment à l'extérieur de la boîte. Pourtant, la réponse est si évidente, mais tu ne pouvais pas aller la trouver parce qu'on pense pas comme ça habituellement. Puis vraiment, puis c'est dans une petite boîte, puis je sais pas comment le décrire. J'ai tellement aimé ce sentiment-là. J'aime résoudre des casse-têtes. J'aime super des escape rooms. C'est une des affaires que j'aime le plus. C'est pour ça que Détective était vraiment haut. J'ai hésité en Détective puis Exit. Puis ce qui a fait qu'est-ce que j'ai mis Exit au lieu de Détective, c'est que le dernier Exit que j'ai fait était tellement bon. Puis je vais vous en parler quand on va faire la démonstration de différents ou une dernière pensée sur les derniers exits que j'ai fait, mais c'était tellement bon que j'ai pas eu le choix de mettre le dernier exit. Oui, il y en a beaucoup. Mais je peux pas trop vous dire là-dessus, autre que si tu résous des casse-têtes, je veux pas révéler rien dans le jeu. Ma grosse critique, mes 2 grosses critiques, faut que ce soit joué avec moins de joueurs. Moi, je les ai quasiment tous joués à 4 joueurs. 5 joueurs, j'en ai un que j'ai joué à 2 joueurs, puis essentiellement, comme à 4-5 joueurs, ce qu'on fait, c'est qu'on a une personne qui va faire des photocopies du livre de base en couleur, puis on se refait des livres de base pour que tout le monde puisse avoir au moins le livre de base à feuilleter à travers, puis les cartes, on se les passe. Ça donne bien l'ouvrage. Ça fait beaucoup de travail. Okay, c'est mon seul gros hic, mais j'ai apprécié quand même vraiment beaucoup. Puis mon autre gros hic, c'est que c'est un one-time thing. Tu joues une fois, puis il est fini, parce que tu as déchiré peut-être des choses, tu as peut-être découpé des choses, tu as peut-être fait des trous dans des choses, etc. Puis tu peux jamais le rejouer. C'est mon autre hic. Puis je pense que Exit va peut-être être remplacé par Detective éventuellement, parce que Detective... S'il continue à sortir des histoires, là. S'il continue à sortir des histoires, mais Exit aussi peut continuer à faire des casse-têtes. Mais ce que je veux dire, c'est que Detective, je peux refaire la première histoire un moment donné dans ma vie après l'avoir oublié. Exit, je peux pas ressortir le premier jeu puis le refaire parce que il fonctionne pas. Mais le sentiment de Exit pour moi est un petit peu mieux. Je pense justement parce que je déchire des choses, puis je perce des choses, puis ainsi de suite. Puis des fois, tu peux couper une carte. Peut-être pas, mais peut-être.
Puis, tu vas couper des cartes, puis tu la coupes pas bien, puis là, oh shit, comment tu rejoues le casse-tête maintenant? Puis c'est fait que, je sais pas, il y a quelque chose de plus qui fait que c'est vraiment. L'effet que c'est un one-time thing, autant que j'aime pas ça, parce que je peux jamais rejouer, autant que j'aime vraiment ça, puis c'est pour ça que j'ai mis mon numéro. Chose à mentionner, une mission de détective peut être plusieurs heures, tandis que Exit. Une partie, je vais te dire en moyenne, ça va. À moins de joueurs, tu peux le faire peut-être. Si tu es vraiment bon, je vais te dire 1 heure, là, okay, ou en bas d'1 heure, puis peut-être que tu vas être capable. Je te le souhaite. Moi, à 4 joueurs, 5 joueurs, on est toujours autour de 1h45 à 2h la partie. Puis moins de joueurs, on est peut-être un petit peu plus près du 1 heure, mais on n'est jamais été en bas d'1 heure. C'est moins long comme sentiment que détective. C'est pour ça que. Un autre affaire qui fait peut-être qu'à un moment donné ça va changer, mais pour l'instant, Exit Series. Numéro 7. Donc, numéro 7, je vais y aller cette fois-ci. J'ai mis un jeu qui n'est pas super connu, Canterbury. Canterbury est un jeu que j'ai jamais joué à 2 joueurs. Je ne veux pas le jouer à 2 joueurs. Ça a l'air vraiment plate à 2 joueurs. C'est déjà un côté négatif que je parle en fait. Mais essentiellement, c'est un jeu que dans le jeu, on est des architectes, encore une fois, où on construit la ville de Canterbury. On est des nomades qui arrivent puis on veut la construire. Mais quand tu construis la ville, il y a des règles qu'il faut que tu respectes. Il faut qu'il y ait de l'eau pour que ta ferme fonctionne. Il faut que tu fasses sûr que l'eau soit apprivoisée à la section où tu veux construire une ferme. Il faut que tu fasses sûr que il n'y a pas trop d'eau parce que ça sert à rien d'avoir trop d'eau. Tu ne contribues pas à la ville, tu ne peux pas faire cette action-là. Puis essentiellement, c'est une planche que quand tu regardes, si tu mets rien sur la planche, c'est juste un gros tableau avec plein de carrés. Il n'y a rien dedans. Mais à la fin d'une partie, il y a plein d'édifices partout. La planche est recouverte, puis tu as vraiment construit une ville qui est Canterbury. Tu as 3 actions possibles à ton tour. Faire de l'argent au bâtir, ou bâtir un gros building ou 2 petits buildings. Puis essentiellement, c'est un jeu où tu gères ton argent, tu construis, puis je sais pas pourquoi, parce que le jeu, comme... C'est pas un jeu. Rien d'attirant. Le monde, il n'est pas attirant. La planche n'est pas belle. C'est un jeu de stratégie. Les buildings sont pas nécessairement belles non plus. Ils sont corrects, mais ils sont pas exceptionnels. Puis ce jeu-là, pour moi, je sais pas, j'aime ça le jouer. C'est purement stratégique. C'est purement stratégique comme jeu. Qui va mieux balancer ses actions? Un petit peu de... Tu peux avoir un petit peu de cutthroat parce qu'il faut que tu montes sur des différentes échelles selon ce que tu fournis à la ville. Si j'ai fourni beaucoup de fermes, bon, ben moi je vais faire plus de points au niveau des fermes parce que j'ai pogné le bonus en fait de ferme, mais toi tu vas peut-être avoir le bonus en fait de puits ou le bonus en temps d'église, donc la foi, ou en fait de marchand, ou peu importe. Puis il peut y avoir un petit peu de take that, mais en même temps ça fait partie de la stratégie. Puis toutes les fois que j'ai joué à ce jeu-là, je me suis jamais senti déçu. Il y a eu une partie qui était peut-être un peu trop longue parce que j'ai joué avec des gens qui étaient vraiment pris à trop penser. Mais à toutes les fois, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Je veux le rejouer. C'est le numéro 7. Canterbury. Ça sent le brûler quand je joue ce jeu-là. Tout le monde pense fort. Tout le monde pense fort parce que c'est comme tu veux maximiser. Si moi j'amène de l'eau dans une tuile qui est capable d'apprivoiser 9 tuiles, je fais beaucoup plus de points que si j'apprivoise de l'eau juste à une différente tuile. Puis c'est là que le monde il pense là, ok, lui, si je bâtis ça là, oui, c'est bon pour ça, mais pour bâtir ça là, j'ai-tu accès à ça? Oui, j'ai accès à ça, à telle case, tel district m'amène telle affaire. Puis c'est comme. Pour moi, c'est le sweet spot c'est ma game de Analysis Paralysis que j'aime vraiment beaucoup. C'est Canterbury. Comme il y en a d'autres comme Terra Mystica qui est vraiment un peu Analysis Paralysis parce que tout est stratégique. Mais Terra Mystica, je trouve il va comme un petit peu trop loin vers ce côté-là. Avec le monde avec qui je joue, j'ai jamais eu une partie que j'ai faite comme cette partie-là a duré un bon montant de temps. Je me suis toujours senti comme ce jeu est un petit peu trop long. Mais Canterbury, je me sens pas comme ça. Puis il y a juste un bon montant de pensage pour moi pour que ça soit mon numéro 7. Canterbury. Puis celle-là, en toute honnêteté, je pense pas qu'il va être déciégé de là. Il va rester là pour moi longtemps. C'est un jeu très solide pour moi. Je l'aime, ça n'a pas de sens. En tout cas, André, numéro 7. Mon numéro 7, Anachrony. Un autre jeu de placement de travailleurs, regardons ça. C'est un gros jeu de placement de travailleurs. Oui. Tu joues 3 heures minimum. Okay, ça va être 3 heures, à moins que tu aies vraiment des experts, toute la gang, tu peux peut-être faire 2h30. Peut-être. J'aimerais pas 3 heures minimum. Ce serait plus 2h30 minimum. Oh man.
2 heures et demie. J'ai pas joué une game qui a pas été 3 heures encore. À 3 joueurs, tu peux le faire 2 heures et demie. Sure, heures. ouais. Mais Ouais, je parle comme des Tu le matchs fais 4 à 3 joueurs. heures. Tu fais à 3 heures peut-être, mais c'est pas minimalement 3 heures. Non, non, si tu joues à 2, ça va être moins long. Je sais, comme dans les 4 joueurs. Oh, ah oui, oui. C'est 3. Ouais. C'est un gros jeu de déplacement de travailleurs. Le thème est vraiment extraordinaire. Oui. C'est le voyage dans le temps. Donc, c'est un. Le thème, c'est vraiment un petit peu. Il faut vraiment que tu y penses. Il y a eu un astéroïde qui a frappé la Terre dans le futur, mais il a amené un métal spécial qui fait que ça a ouvert les portes temporelles, puis toutes les conséquences de l'astéroïde du futur viennent affecter aujourd'hui. Oui. Puis là, il y a comme un événement, là, c'est l'apocalypse dans le fond. Là, là on est toutes des factions différentes sur. I guess c'est la Terre. Là. Ouais. C'est une planète. Oh, ouais, une planète. Là. Puis là, on essaie que les gens de la capitale viennent vers notre faction pour qu'on recommence, dans le fond. Mais à cause que là, il y a un nouveau métaux, tu peux utiliser le voyage dans le temps pour emprunter des. Essentiellement, c'est que le futur te donne des ressources. C'est ça. Tu peux arriver à prendre des ressources du futur pour agir maintenant, mais si tu les en repayes pas plus tard, là, tu fais des événements spatio-temporels, des anomalies. Des anomalies temporelles. Vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est La thématique est tellement belle. J'aime les travailleurs où, comme tu as les génies, tu as les scientifiques, tu as les ingénieurs qui peuvent. Ils font des actions spécifiques, puis il faut aller les chercher parce que si tu n'as pas l'ingénieur, mais tu peux pas bâtir ta building. Il y en a un autre, je sais pas où. L'administrateur. L'administrateur, ouais. Donc, ils ont toutes des tâches différentes. Puis là, ben, tu commences avec, dépendant de la faction que tu as, ils ont toutes des ressources et des travailleurs pour commencer. Différents bonus, différents coûts, ouais, différentes choses. Toutes les bâtisses que tu peux bâtir, ils ont toutes des différentes actions dessus. Donc, il y a variabilité dans le jeu-là. Vraiment extraordinaire. Puis là, ils sortent cette année avec une expansion qui font encore plus. Mais c'est un jeu que si tu joues pas constamment, il faut tout le temps que tu réapprennes. C'est un gros jeu, c'est énorme. Mais pour moi, le thème mixé avec le placement de travailleurs, qui est pour moi mon mécanisme préféré, fait que ce jeu-là, pour moi, c'est comme un de ceux que je dirais qui ne sortira pas de mon top 10. Juste parce que il n'y a pas de jeu à propos de ce thème-là. C'est un thème tellement le fun. Puis le jeu, ils n'ont pas manqué le gameplay, le jeu, que ça fait que pour moi, il va. On en parle en ce moment, puis je me dis pourquoi il n'est pas dans mon top 10. C'est tellement le fun ce jeu-là, mais en tout cas, spoilers, je ne l'ai pas mis dans mon top 10, mais il est le fun ce jeu-là. Ouais. Numéro 6, André. Mon numéro 6, c'est Terraforming Mars. Super populaire ce jeu-là, numéro 4 sur Board Game Geek en ce moment. Et on pourrait dire que je fais partie de cette vague-là de Terraforming Mars, des fans de ça. J'aime. On bâtit un engin, on appelle là. Essentiellement, le thème, c'est que on terraforme Mars, on change la surface de la planète pour pouvoir y habiter. Parce que la Terre, dans le futur, est plus habitable. C'est fait avec des cartes, puis le paquet de cartes est comme haut de même, là. Il y a comme 250 cartes. Là. Puis chacune de ces cartes-là a un coût. Il y a peut-être des restrictions sur la carte. Il y a une action que tu fais avec ou une conséquence qui va se passer. Puis chaque carte que tu mets te permet d'avoir plus d'argent pour chaque tour, qui va te permettre de faire plus d'achats, plus d'actions. Puis on joue tout. Ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est qu'on joue tout contre l'autre. On est toutes des corporations qui essayent d'être comme la meilleure ou le plus dominante dans le terraforming. Et essentiellement, on joue tous sur la même planète. La planche, c'est la planète Mars. Donc, la partie se termine quand on rejoint certains paramètres. Pour que Mars soit habitable. Pour que Mars soit habitable. Mais là, chacun, quand on veut en faire parce qu'on va avoir des points, mais c'est ça qui nous fait des points, mais en même temps, on avance la partie à sa fin. Je trouve ça le fun parce que ce jeu-là, c'est très rare qu'il va dépasser 2 heures. Si tu as du monde qui sont comme vraiment analysis paralysis, ça va être long. Là. Mais pour les gens qui savent comment jouer, c'est très rare que ça va dépasser 2 heures que tu joues à 5 ou que tu joues à 2. Parce qu'à 5, ton tour vient moins souvent, mais tout le monde, il y a plus de monde qui travaille sur ces paramètres-là. Donc la partie se termine plus vite. À 2, ton tour arrive tout le temps, là, très souvent, mais il y a moins de monde qui travaille ces paramètres. La durée, elle reste assez stable. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant ça. Puis juste, le thème est intéressant. J'aime beaucoup le science-fiction, puis
L'espace, c'est un thème qui revient dans mes jeux beaucoup. Donc tout ça ensemble fait que c'est super. Très bon jeu. Oui. Donc, mon numéro 6, c'est Alchemist, mais avec une exception, ça prend le King's Golem Expansion avec. Pourquoi? Parce que le Alchemist de base, pour moi, ne m'offrait plus ce qu'il était censé m'offrir, qui est un casse-tête que tu résous avec des déductions et avec un petit peu de chance et du placement de travailleurs. Et je me disais tout le temps quand est-ce que je vais gagner. Tu sais, j'exagère un peu, mais si j'avais quelqu'un de mon niveau, c'était vraiment la chance qui déterminait le gagnant, parce que ça dépendait de quel ingrédient donnait quoi. Le premier à résoudre son casse-tête plus vite pouvait mettre ses publications scientifiques plus vite sur la planche puis gagner. J'avais plus de casse-tête. Avec l'expansion King's Golem, par contre, le casse-tête est revenu. On rajoute une coche de plus. Est-ce que tu es capable de résoudre, oui, le casse-tête des mélanges des ingrédients, mais aussi est-ce que tu es capable d'animer le Golem? Et ce jeu-là touche juste la bonne place au niveau de casse-tête. OK, puis c'est un jeu de analysis paralysis parce que si tu comprends vraiment le casse-tête ou si tu comprends juste un petit peu, tu peux venir qu'à déduire tout, mais c'est assez difficile des fois à déduire, surtout avec le King's Golem Expansion. Pour moi, ce jeu-là, j'ai pas encore maîtrisé à 100% le casse-tête du King's Golem. Il est numéro 6 en ce moment, je l'aime, j'aime les casse-têtes comme vous pouvez voir, mais en même temps, il y a du placement de travailleurs qui est un mécanisme que j'apprécie beaucoup, puis peut-être qu'il va descendre un jour. Puis je mets un peut-être parce que peut-être que King's Golem à un moment donné va être trop facile, mais pour l'instant je suis loin de là. Puis King's Golem, je l'apprécie vraiment beaucoup en ce moment. J'apprécie le montant de complexité qu'il me donne. J'aime arriver devant un casse-tête, casser ma tête justement littéralement pour vraiment le figurer. Puis quand je le figure, la satisfaction à la fin. Parce que yes, je suis le seul à l'avoir figuré. Ou yes, je l'ai figuré avant toi. Malgré qu'il y a encore un petit peu de chance, okay, comme dans le premier Alchemist. Il est là. Il mérite d'être là. Puis pour moi, c'est vraiment un sweet spot. Pour moi, le casse-tête est déjà compliqué assez. Puis après ça, il y a un gros jeu alentour de ça. Le placement de travailleurs, le figurer les ressources que tu as besoin, puis les cartes, puis là, les publications. Faire des bonnes publications. King's Golem, pour moi, là, c'est comme, oh man, je suis comme, me concentre à figurer le premier casse-tête. Ça, c'est fun. Mon gros, je veux dire, un de mes hicks, j'ai de la misère de trouver une bonne crowd pour jouer à King's Golem. Parce que les gens. Peut-être. Mais les gens arrivent devant Alchemist, puis ils font comme waouh, j'aime le jeu Alchemist, mais c'est tellement compliqué. Puis moi, je suis comme, on peut jouer à King's Golem, puis juste monter le niveau de complexité vraiment un cran plus haut. Puis les gens, ils sont pas là encore. Fait que des fois, j'ai de la misère à sortir King's Golem. Ou il y a des fois, il y a une personne avec qui je joue tout le temps, qui, toutes les fois que je joue avec cette personne-là, elle comprend tout le casse-tête, mais elle fait tout le temps une erreur dans sa résolution, dans sa déduction. Puis elle perd la partie. À cause qu'elle fait flip. T'es convaincu que tu l'as, puis là, tu fais toutes tes décisions par rapport à ce que tu as Puis après, quand on en parle, elle fait tout le temps comme ah ben pourquoi j'ai fait ça? Je le savais. Puis ça fait. Mais en tout cas, peu importe, il est capable, il est vraiment là. Puis peu importe, King's Golem pour moi. Et numéro 6, ça vaut la peine de regarder. Numéro 5. Alors, mon numéro 5, c'est Lord of the Rings, Journeys in Middle-earth. J'aime campagne, j'aime le thème, c'est un des... Tu prépares un thème que je vais plus préférer pour moi, c'est un fantasy theme dans le Lord of the Rings Universe. On n'a pas fait encore de démonstration, on pourrait en faire une bientôt, mais c'est vraiment un jeu que comme pour moi c'est wow. Évidemment j'ai mes critiques, pourquoi est-ce que Bilbo est avec Aragorn, comme come on man, je suis un fan du monde de Lord of the Rings, s'il te plaît, fais juste mettre n'importe quel hobbit ou n'importe quel dwarf, puis s'arrêter, en tout cas, peu importe, petite parenthèse, je tripe sur le jeu, c'est une campagne où on joue justement les héros de Lord of the Rings, à travers laquelle on vit des aventures qui n'existent pas réellement dans le monde de Lord of the Rings, qui est un hic, parce que ça aurait pu être des vraies aventures si on avait eu d'autres personnages, mais peu importe. Tu choisis un rôle, tu choisis un héros. À un moment donné, tu veux changer de rôle à travers les 20 parties de la campagne. Hey, change de rôle, il n'y a rien qui t'empêche. Puis, c'est vraiment le fun. Drôlement, on joue à 4 joueurs en ce moment. Je pense qu'on a autant de victoires que de défaites. Oui, on est pas mal 50-50. On est pas mal 50-50. Parce qu'il y a des petites affaires que, on aurait dû aller faire ça, puis on n'y a pas pensé. Puis ça a tellement snowballé, ça a tellement un effet cumulatif qu'à un moment donné, ça nous a détruit. Ou, comme, je sais pas, j'aime ça. Puis on joue à 4. Un petit peu de chance, à cause que c'est un deck builder, mais que tu flippes des cartes pour résoudre. Mais juste le thème, juste le fait que tu construis ton deck, tu personnalises ton personnage,
l'aventure que tu fais, l'histoire en arrière. L'histoire est fun, chaque scénario est différent. Des fois, il y a des déductions, des fois, c'est pas juste comme le Dungeon Crawl, que c'est toujours la même chose. Il y a des déductions, il y a des explorations. Tu vas refaire le même scénario, puis c'est pas la même outcome, c'est pas la même façon de résoudre le scénario. À cause de l'application. L'application, il y a peut-être 3-4 différentes façons seulement de le faire, mais quand même, faut que tu le figures. Mais c'est une campagne de comme 20 games, où c'est de 4 différents, plus la combinaison est extraordinaire. C'est ça, elle est extraordinaire, puis tu t'en rappelleras pas tout le temps, puis ça va pas. Ça fait que. Pour moi, ce jeu-là, c'est mon numéro. C'est quoi ça? On est rendu à quoi? Numéro 5. J'ai vraiment hâte de vous le démontrer, okay, comment le jouer. C'est un jeu qui est extraordinaire malgré ses petites lacunes. Lord of the Rings, Journeys in Middle-earth. Mon numéro 5, Coimbra. Un jeu assez récent. Un jeu où que tu vas brasser les dés. Les dés ont différentes couleurs dessus. Et là, on va sélectionner des dés, on va faire une sélection de dés. Ensuite, on va utiliser ces dés-là pour des actions. C'est très mécanique. Le thème veut absolument rien dire. C'est une ville au Portugal. On a des factions encore. On essaie de gagner de l'influence à Coimbra au Portugal, dans toutes les différentes sphères de politique, université, tout ça. Ouais. Ça veut rien dire. Le thème est vraiment zéro. Ça veut rien dire. Mais, qu'est-ce que tu fais dans la partie de la game, c'est vraiment, vraiment le fun. Oui. Là, chaque dé, ils ont des différentes couleurs puis des différentes valeurs dessus quand ils les ont brassés. La valeur détermine comment tu vas payer pour une certaine carte. Puis tu joues contre tous les autres joueurs pour acheter des cartes sur genre des advisors, des personnes qui travaillent pour toi dans la ville, là. Des nobles et tout ça. Donc ça va déterminer comment tu vas payer. Donc si tu as un 4, tu vas payer 4 d'une ressource pour avoir ces personnes-là. Mais tu vas jouer plus tard. Il y a quelqu'un qui aurait mis un 6 avant toi. Lui va payer plus cher, mais il va avoir le premier choix de la personne. Mais la couleur aussi va déterminer dans une phase plus tard dans la partie quel revenu tu gagnes. Dépendant de différentes, il y a 4 différentes échelles que tu peux monter dessus pour avoir une influence dans certains différents endroits. Il y a aussi une planche dans le milieu où que tu peux te promener avec des pèlerins puis ramasser des ressources aussi. Tu as plein d'affaires que tu peux faire dans le jeu-là. J'aime les mécanismes, comme je dis, le thème ne veut absolument rien dire. Le jeu, il est beau. Le jeu est très beau. Très beau à regarder. Ouais. Malgré qu'il n'y a aucun thème, c'est beau à regarder. Ouais, il y a tellement de couleurs que c'est si comme... il serait laid, peut-être qu'il ne serait pas là. Mais juste la beauté fait que tu joues ce jeu-là, puis comme c'est un casse-tête aussi de configurer quel dé je veux, parce que je veux avoir ce revenu-là pour... En tout cas, c'est vraiment un bon casse-tête. Les mécanismes sont bons. Le thème, oublie ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un bon jeu. Ouais. Mon numéro 4, That's Pretty Clever. En français, c'est très futé. On l'a en haut là, mais là, il est trop loin pour aller chercher. C'est on appelle ça un roll and write. Il y a une nouvelle mode, comme il y a des jeux de toutes qui sont roll and write à Star Wars. Ça existe depuis longtemps, tu sais, comme on parle de... Ça existe, ça fait un petit bout. Age of Iron, Age of Bronze, ça existait. Mais... Ça existe, ça fait un bout, mais c'est la mode depuis comme... Les gros jeux même qu'on a dans l'arrière de nous autres, ils ont comme Lanterns, il y a un roll and write pour ça maintenant. Imperial Settlers, ils ont leur propre roll and write. En tout cas, c'est plein partout. Celle-là, par exemple, je crois que... Parce que juste un simple roll and write, ou que c'est comme un date, tu choisis un date, tu mets... Ouais. Ils peuvent être très redondants, très vite. Celui-là, par contre, vraiment, il nous donne un côté stratégique que je pensais pas pouvoir avoir dans un jeu de dés comme ça. Puis la vitesse du jeu est là aussi. C'est pas long. J'aime le fait comme tu brasses ton dé, puis là, ben, tu as des 5 différentes couleurs avec une wild, un blanc, avec des différents chiffres dessus. Tu veux les gros chiffres parce que tu veux que ça te donne plus de points, mais si tu prends les gros chiffres, tu perds tes dés plus petits. Puis des fois, tu te restreins aussi sur... Tu te restreins sur les prochains parce que là, tu te fies au lancement de dés pour avoir les chiffres que tu as besoin. Celui-là, tu veux choisir des dés plus petits parce qu'il faut t'en choisir 3 sur les 6 dés total. Ouais, les 6 dés total, t'en choisis 3 par ronde. Et là, tu remplis des sections sur ta planche, dépendant de la couleur. C'est très linéaire, c'est des choses assez linéaires. Mais comme si tu remplis certaines lignes, ça te donne des bonnies dans une autre section. Puis là, tu peux faire des combos. Là, c'est le jeu dernièrement que je joue sans arrêt, constamment avec ma femme, sa famille. C'est tellement facile à se rentrer dedans, c'est tellement le fun que, en tout cas, peut-être que ça restera pas. C'est le jeu que je te dirais peut-être que c'est vraiment le 1, que c'est comme qu'est-ce que je veux jouer maintenant. Parce que je pense pas que pour moi,
peut-être pas pour Ben non plus, mais les petits jeux ont souvent pas le staying power. Ouais, ils n'ont pas la soutenance, on va dire, c'est comme Ils ça. vont rester, ils vont être hauts comme au Puis début, comme éventuellement, ça, ils vont comme, ils descendent un descendent. petit peu. On va jamais pas les aimer, mais. On les aime, mais c'est juste qu'à un moment donné, on est du monde qui joue assez sérieusement à des jeux de société, on veut quelque chose qui est un petit peu plus. Mais celle-là, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, là, c'est vraiment le fun. Je joue tout le temps. Sure. On a quoi, numéro 4? Mon numéro 4, c'est Agricola. Agricola, pour moi, c'est un jeu qui. André, s'il dit ça, ben, j'ai fourré une volée, je sais pas comment se met. Agricola, c'est un jeu pour moi de placement. Ben, pour tout le monde, c'est un jeu de placement de travailleurs. Parce que tu gères ta ferme, puis tu gères ta famille, puis il y a des saisons qui arrivent, puis à la fin des saisons, est-ce que tu as des ressources qui produisent? Est-ce que tes animaux vont brider? Est-ce que tu es capable de nourrir ta famille pendant l'hiver? Est-ce que. Puis. Man, les décisions que tu dois prendre à chaque fois que tu places ton travailleur, pour moi, c'est. Est-ce que je décide d'aller chercher du bois parce qu'il y en a beaucoup qui s'est accumulé, puis là, c'est vraiment un bon temps de chercher du bois, même si je veux pas rien faire avec tout de suite? Ou est-ce que je fais vraiment cette action-là qui n'est pas un bon temps nécessairement, qui est un super bon temps pour la faire pour moi, mais personne ne va aller pour, ou tu sais, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment comme un jeu où tu as beaucoup de passages, beaucoup de choses à faire, c'est très rare que tu vas jamais être capable de faire tout. Tu vas jamais être capable de faire tout. Il y a des façons de maximiser tes points, évidemment. Puis pour moi, ce jeu-là, Agricola, c'est un jeu que comme. Je sais pas comment le décrire. J'ai toujours apprécié Agricola de 2, 3, 4 joueurs. Évidemment, plus de joueurs, plus la partie est longue par contre. Mais c'est un jeu vraiment que comme. Non, il vient d'aller prendre tout le bois. Là, il n'y a plus de bois avant comme 3 rondes qui vaut vraiment la peine d'aller chercher. Mais là, pour 3 rondes, qu'est-ce que je fais? J'avais vraiment besoin de ce bois-là pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire. Fait que c'est pour ça que les décisions sont vraiment lourdes. C'est pas cutthroat nécessairement parce que tout le monde va bénéficier. Puis c'est pas juste je vais aller te voler le bois. Tu sais pas nécessairement ce que je veux faire. Mais en même temps, c'est comme. Toutes les ressources sont serrées dans ce jeu-là. Puis c'est ça qui fait que j'apprécie beaucoup le jeu de Agricola. Pour moi, c'est vraiment là. Numéro 4. J'ai vraiment hâte que Mayfair sorte des expansions et les réimprime parce que Z-Man Games ne les font plus. Puis je suis pas capable de mettre mes mains sur les expansions, mais j'ai vraiment hâte de juste voir la complexité de plus ou le niveau de plus de restreinte au niveau de tes actions avec l'expansion, comment elle s'appelle, je sais pas, mais celle où tu vas chauffer ta maison. Fait que tu commences à ramasser de l'huile pour chauffer ta maison, ça a l'air vraiment extraordinaire. Puis pour moi, Agricola, c'est pas comparable à Caverna. Caverna, c'est plus un point salad game, parce que tout le monde fait des points, puis tout le monde réussit bien. Qui est correct, qui est bon, mais j'aime le... C'est meilleur. j'aime le... qu'est-ce que je fais c'est tout aussi qu'Agricola t'offre, qu'il n'y a pas dans Caverna. Je fais des fasts, mais Agricola, je jouerais n'importe quand. C'est vraiment un bon jeu. Ce jeu-là, je trouve qu'à chaque fois que je place mon travailleur, je suis convaincu que je fais pas bonne affaire. Puis après ça, à la fin... Puis après ça, à la fin, c'est comme si j'étais comme... T'es comme un bully qui te pète la gueule et dit pourquoi tu te frappes, arrête de te frapper. Ce jeu-là me donne ce sentiment-là. Parce que tu nourris pas ta famille, tu perds des points, t'as pas. Si on arrête une liste de jeux que je pourris, spoiler, ça serait dedans. Mais c'est tellement le fun. C'est juste parce que si t'as pas réussi à avoir des cochons à la fin de la game, ben tu perds des points parce que ta ferme n'a pas réussi à produire des cochons. Si t'as pas réussi à avoir des vaches, pas des points pour tout ce que tu dois faire. Tout ce que t'es pas capable de produire dans ta ferme, tu perds des points. Mais. C'est trop bon. L'intensité de chaque décision est trop bonne pour moi. Puis juste le draft de tes cartes au début, tu sais, tu choisis des cartes parmi 14 cartes, tu peux faire un draft aussi qui est encore meilleur. Puis ça fait que tu te construis un engin qui va t'aider à travers la partie. Numéro 4, Agricola. Numéro 3. Mon numéro 3 peut peut-être surprendre bien du monde. C'est Mechs vs Minions. Mechs vs Minions, qui est basé dans l'univers de League of Legends, qui est le seul jeu que Riot Games vont vraiment faire de leur carrière. Pour moi, m'a tellement, je sais pas, m'a tellement surpris ce jeu. Quand je l'ai acheté, j'ai tellement tombé en amour avec. Ok, la boîte est gargantuesque. Elle ne fit même pas dans un, elle fit pas dans un carré. Sur le top. Sur le top en haut. Ok, mais le nombre de stuff que tu as dans cette boîte-là pour ce que tu as payé pour moi, c'est excellent. Il n'y a pas rien de mieux. La qualité des choses qu'il y a dedans, wow! Toutes les miniatures, tout ça. Ouais, c'est un jeu de programmation essentiellement. Où ce que tu programmes. Ok, on va commencer du début. Tu es un étudiant qui rentre dans une école où tu vas apprendre à programmer des robots. Okay? Puis tu vas conduire ton propre robot à travers la programmation. Donc, puis là, tu commences à te faire entraîner, puis tout d'un coup, il y a comme plein d'affaires bizarres qui commencent à arriver dans l'école. L'école se fait attaquer, puis là,
le robot du maître de l'école se fait voler éventuellement. Puis il y a plein d'affaires qui arrivent. Là, j'ai peut-être trop parlé, j'ai peut-être spoilé des choses que j'aurais pas dit, mais peu importe. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans ce jeu-là. Puis je veux pas spoiler parce que c'est un peu un campaign, mais c'est pas vraiment un campaign. C'est qu'il y a différentes missions qui révèlent différentes choses à travers, mais il y a des choses de cachées que tu découvres juste quand tu fais des missions secrètes, plus à travers les missions, peu importe. Puis tu es un étudiant. Ton robot, tu ne sais pas vraiment comment bien le conduire. À chaque tour, tu vas choisir des cartes que tu vas programmer ou que tu vas utiliser pour réparer ton robot ou pour changer un peu ta programmation. Puis ces cartes-là, des fois, ils donnent un aspect loufoque au jeu qui est vraiment agréable. Un aspect drôle où tu es comme, tout d'un coup, ton robot, il a l'air con pour un tour parce qu'il s'est tourné, il a tiré ton ami dans la face, même si ça fait rien. Ouais. Il a tiré du feu dans la face de ton ami, il a foncé dans les murs, puis il a juste décidé qu'il faisait rien à part s'isoler dans un coin pendant toute une ronde. Mais, prochain tour, quand ta programmation va rentrer comme du monde parce que tu as donné un bon coup de poing sur ton robot, toi, tu repognes, tu pars mon homme, tu tues 5-6 monstres en même temps, ou des minions qu'ils appellent. Je ne sais pas, ce jeu-là, pour moi, l'humour qui vient avec, le thème, le sentiment que tu as quand tu joues à ce jeu-là, c'est un jeu qui est léger quand même, ok? Puis oui, la complexité augmente à travers les missions, mais tu l'apprends au fur et à mesure, fait que c'est super bon. Ça frappe un spot pour moi qui est tellement wow que je sortirais ce jeu-là tout le temps. J'aime vraiment ce jeu-là. Tu commences l'émission et on dirait toujours que tu vas perdre dans la 5 minutes. C'est exactement ça. Il y a quand même un aspect de stratégie. Ouais, c'est un jeu super simple, mais il y a quand même un aspect de stratégie. Ouais. Puis, vas-y, dis comme un bon stress, comme tu dis, toute la horde de minions arrive vers toi. T'es comme, nope, on vit pas à travers de ça. Mais comme, c'est drôle, on finit toujours par, tu vas peut-être perdre là. Ah, mais j'ai perdu la c'est pas comme, ça n'a pas le même, le stress il est là, c'est un bon stress parce que là, tu commences à voir que, oh, on est capable, là. Peut-être tu perds, peut-être tu gagnes, mais... Le sentiment que tu as quand tu réussis à tuer 15 minions dans une ronde, waouh, extraordinaire, tu sais, boum, boum, le chaînage. Ouais, le chaînage ou le... Il y a plusieurs effets qu'ils peuvent faire, en tout cas. Puis, comment que c'est drôle, tu peux pas mourir, tu te fais attaquer, mais ton robot, il fait juste commencer à faire des affaires plus loufoques, plus drôles, plus niaiseuses, puis c'est vraiment... Je sais pas, ce jeu-là, il est pour moi... Wow! Puis, le sentiment que tu as, à chaque tour, sur... Il y a comme une sélection de cartes, mais sur un timer. Tout le monde autour de la table est comme, OK, ben, moi j'aimerais vraiment avoir cette carte-là. Mais en même temps, comme l'autre, je sais que ça pourrait être bon pour lui et tout. Puis là, c'est pas ensemble assez vite de la stratégie pour sélectionner les cartes avant que le timer finisse. Puis où est-ce que tu amènes dans ta ligne de programmation en partant? T'en mets-tu numéro 2, t'en mets-tu numéro 6? En tout cas, je sais pas comment. Je vais arrêter d'en parler. Ce jeu-là, pour moi, numéro 3, Mix vs Minions, je l'apprécie. J'ai refait les mêmes missions parce que c'est un campaign plus qu'un legacy parce que tu peux refaire les mêmes missions. Tu peux les jouer quand même. Puis tu peux le rejouer, puis j'apprécie pareil. Puis je suis pas capable de me tanner de ce jeu-là. Une bonne chose, ça. Ouais, c'est Mix vs Minions. Mon numéro 3, Polestar 2849. Ce jeu-là, un jeu dans l'espace. On le thème bien. Plus un gars de fantasy, tout un gars de sci-fi. C'est bon, on est complémentarité. Un jeu de sélection de dés, mais dans ce jeu-là, le mécanisme est intéressant, comment tu mets les dés. Essentiellement, tu brasses, puis là, dépendant de la valeur des dés, il va y avoir un jeton que tu vas mettre dans la médiane, dans le milieu de la valeur des dés. Et dépendant où tu vas choisir ton dé, tu vas soit monter ou baisser dans les échelles. Il y a une échelle qui c'est pour où tu es placé dans l'ordre de jeu pour les prochaines rondes, puis l'autre c'est pour comment de cubes, qui appellent des petits cubes blancs là, que tu vas recevoir, qui t'aident à faire des actions. Donc, tu peux avoir des bons dés, mais quand tu prends des bons dés, tu recules sur les échelles. C'est un effet de pénalises à long terme. Tu pénalises à long terme, tu fais des petits dés, tu as des moins bonnes actions, mais tu as plus de choses à chaque plus de bonus à chaque ronde. Ça, j'aime ça. Ce genre de mécanisme-là, j'aime ça au bout. Mais dans ce jeu-là, tu sélectionnes 2 dés. That's it. Mais il y a à peu près comme 23 affaires que tu veux faire. Oui. Il y a la grande planche en rond qui est genre l'univers. Puis là, tu peux te promener là pour explorer les planètes puis les coloniser dans le fond. Là. Tu peux activer des pulsars, puis on va faire des points à chaque tour. Tu as des genres de. On appelle ça des transmitters, là, des genres de machines que tu bâtis, que tu peux faire des points avec, puis tu as des affaires à chaque tour aussi. Tu as une arme technologique que tu peux aller faire. Tu as aussi ta petite planche à toi-même que tu peux arriver, puis bâtir certaines affaires, avoir des points sur des voyages, avoir des dés d'extra. Quand tu as un dé d'extra, quand tu réussis à avoir le 3e dé dans ta ronde, c'est comme wouh! Mais. Je sais pas, et puis il y a une belle variabilité parce que tu as 4 différents arbres technologiques que tu peux faire. Les transmitters sont brassés.
En tout cas, C'est un super de bon jeu. vraiment extraordinaire. C'est pas de bon salade, jeu. là, C'est un point de de salade, salade. c'est Tu sûr. fais là. des points, peu importe ce que tu fais. Ouais. Tu essaies juste de maximiser tes points selon ce que tu peux faire, selon les dés que tu prends, selon les dés qui restent à ton Ouais. tour. Mais selon- tout est intéressant. Mais c'est super. Ouais. C'est vraiment un bon jeu. Ouais. Numéro 2. Mon numéro 2. Là, il y a moins de surprises. Là. Vous deviez commencer à être un peu. Ben, peut-être pour moi, vous me connaissez peut-être un peu moins. Là. André, ça devrait être assez évident. Si tu Mon connais numéro André. 2 qui est souvent mon numéro 1. Je te dis, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 1 et 2, ça se mélange. Mais mon numéro 2, c'est Scythe. Scythe, pour moi, c'est un jeu, c'est tellement le fun, Scythe, parce que j'aime ça parce que c'est un hybride, puis il me donne un peu de tout, en fait, de satisfaction. So, t'as ta petite planche où que tu peux, c'est un peu un euro comme mécanisme, où que tu peux faire des upgrades, à savoir un meilleur engin qui joue. Mais ça planche, tu ramasses des ressources pour bâtir tes buildings. Tu ramasses pas vraiment des ressources, tu produis des Tu ressources produis sur sur la planche. Ils sont Puis la accessibles à tout personne, le monde. c'est ça, la personne qui contrôle cette région-là a accès aux ressources. Faut faire attention à tout le monde sur la planche. C'est un des jeux que je dirais qui est beaucoup supérieur si tu joues à 4 et plus. Ouais. Parce que là, la planche est remplie, puis cet effet-là d'arriver et de dire, OK, là, il faut que je fasse attention à l'autre qui va s'en venir peut-être, mes ressources sont safe. Est-ce que je veux vraiment voir des Riverwalk ou est-ce que je veux faire des tunnels? Je suis allé dans le milieu. Si je suis dans le milieu, je suis plus vulnérable aux attaques. Sur tout ça, c'est vraiment comme est en jeu tout le temps. Puis quand tu rajoutes des expansions, c'est juste. Le niveau il vient encore plus haut de satisfaction du jeu. Parce que Wind's Gambit donne des gros vaisseaux qui volent, qui permettent d'avoir plus de variabilité dans ton mouvement. Des fois, puis ça va varier dans chaque partie parce que, dépendamment des genres de tuiles que tu choisis au début, les vaisseaux peuvent être des vaisseaux d'attaque, mais peuvent aussi être des vaisseaux de transport de ressources, ça peut être des vaisseaux comme ça va changer. Puis aussi, Rise of Fenris qui est une expansion de campaign. So, tu as une campagne dans cet univers-là, je ne mets pas de spoilers. Excellent. Pour moi, c'est un jeu qui 100% va être dans mon top 10 pour peut-être pas toute la vie, mais Très longtemps. extrêmement longtemps. Ça me surprend même. Moi, j'ai pas joué les expansions gang encore, fait que je peux pas trop en parler. Oh, Fait que, c'est tellement bon. Scythe, écoute, de base, c'est un jeu qui est très bien balancé. C'est un jeu qui m'a très surpris plus que je l'ai joué, parce que je l'ai détesté en partant, parce qu'il me donnait une impression de c'est pas ça. Quand j'ai commencé à jouer à Scythe, il me donnait une impression de ça, c'est ce que tu devrais faire dans le jeu, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Puis quand tu réalises comment tu devrais jouer Scythe, c'est un jeu qui est super bien fait, super thématique, bien balancé, agréable à jouer. Ça semble être un jeu de bataille en partant, mais Ouais, c'est pas ça vraiment ça. pantoute. C'est une partie le jeu, mais. Ouais, pas puis vraiment comme encore là, la bataille est là, mais comme. Elle est pas là. C'est comme trop vers la agressif. fin de la partie, des fois, que tu vas jouer à la bataille, des fois, c'est juste en partant. Puis je sais pas comment le décrire, Faut que mais. tu sois agressif, mais au bon temps. Ouais. Si t'es trop plus agressif ça. au mauvais temps, là, t'es vulnérable après. Si t'es pas assez agressif, là, le monde, il. Puis c'est pour ça que j'ai une mauvaise impression Ouais. du jeu. On en a parlé, je pense, dans notre démonstration de site. Mm. Mais comme c'est un super de bon jeu, ça vaut la peine de le lister. Mais pour moi, c'est pas le numéro 2. Numéro 2, Gloomhaven. Pour moi, encore dans le monde fantasy, un dungeon crawl, ok, c'est un autre. C'est deux choses que j'aime beaucoup. Ok, mais c'est un dungeon crawl qui est différent parce qu'il n'y a pas de chance. Pas de dé, Il ça. y a c'est très bon. peu de chance. Il y a très peu de chance. On va dire comme ça. Pas de C'est dé, ton là. attack modifier deck qui te donne ta chance, right? Tu veux avoir un plus 1, tu veux un plus 2, tu veux avoir un nul, un blessing, un curse, peu importe. Okay? Puis c'est. Il y a un petit peu de chance, mais c'est un jeu où ce que tu customises tes cartes qui sont tes actions. Tu as le droit d'avoir juste tant d'actions par chaque mission. Ouais. Mais fait que tu vas choisir différentes cartes selon la mission, selon avec quel héros tu joues, avec quel héros tu joues aussi. Ouais. Parce que moi en ce moment, je joue un héros où il y a des missions où je peux décider d'être vraiment un trou de cul pour les méchants, ou je peux décider de juste jouer pour vraiment aider mes alliés. Okay? Puis je ne veux pas trop en parler, là, parce que évidemment, tout est des surprises dans ce jeu-là. Mais mon héros, c'est à peu près ça qu'il fait. J'ai juste un support hero en ce moment, mais il joue de deux façons. Est-ce que je fais juste tout le temps négliger les méchants, ou est-ce que je vais renforcer vraiment mes alliés? Puis c'est vraiment agréable, dépendamment de la mission, et des fois je vais décider d'être plus envers mes alliés. D'autres fois on est comme, ok, bon, on va se faire taper à gueule si je les arrête pas, fait que je fais juste les nuire intenses. Ouais. Beaucoup de missions, tes décisions que tu prends dans le jeu influencent le monde de Gloomhaven. Il y a comme
c'est un énorme jeu, beaucoup de contenu. Impressionnant comme gros. Très impressionnant. Puis, comme j'ai acheté les Removable Sticker Sets, j'ai pas encore essayé de les enlever, mais essentiellement, je suis censé pouvoir recommencer à zéro à la fin. Puis juste ce détail-là pour moi, ça a été vraiment ce qui fait que ce jeu-là, je vais toujours l'apprécier. C'est pas un jeu que je vais binger, excusez l'expression, mais que je vais juste tout le temps jouer parce que c'est un jeu qui est lourd quand même, qui est gros, qui est long à sortir. Même avec, comme, tu as acheté J'ai acheté l'organiseur à l'intérieur. Même là, c'est pas ça prend pas 30 secondes. Non, c'est quand même un jeu qui, ça prend 15 minutes, c'est mon jeu avec l'organiseur, au lieu d'une demi-heure 40 minutes. Mais tu sais, c'est quand même 15 minutes qu'il faut que tu prennes à chaque coup. Ouais. Puis ça prend beaucoup de place sur la planche. Ouais. Mais ce jeu-là, pour moi, Gloomhaven, l'univers fantaisique, Dungeon Crawl, parce que tu es un héros, mais tu es un mercenaire qui veut accomplir ses propres buts égoïstes, mais en même temps, tu influences le monde Gloomhaven, soit positivement, négativement, peu importe. Puis c'est vraiment comme... Wow! Ça a un legacy aspect, ça a un dungeon crawl dans un fantasy world. Dungeon crawl fantasy, pour moi, c'est pas grave. Mais, je suis pas un gros fan de dungeon crawl. Mais parce que pour moi, c'est la plus grosse affaire, c'est les dés dans le dungeon crawl. Ouais. Fait que comme c'est super chaotique, Gloomhaven, avec les cartes, c'est toi qui choisis tes cartes. C'est pareil comme Lord of the Rings, right? Le fait que c'est des cartes au lieu des dés. Ben c'est ça, c'est mes deux dungeon crawl que je comme go. Deux dungeon crawl qui sont vraiment mais moi, j'ai toujours besoin de Ben Sawyer pour que je puisse jouer. Parce que sinon, j'ai comme le rulebook qui est comme gros de même. Il y a ben des règles, ok? Puis comme. Faut que tu aies quelqu'un qui connaisse les règles, comme du monde, pour pouvoir arriver et faire comme. C'est ça qui se passe dans ta situation, telle affaire. Mais Gloomhaven et Lord of the Rings en ont quand même beaucoup moins que la majorité de Dungeon Crawls. J'ai joué à Descent. Descent, les règles. Ah! Il me frustrait des fois. C'était comme, c'est ça, puis tu le voir dans le livre, puis là, tu la trouves pas, puis là, mais ces deux jeux-là, ils ont premièrement un index à l'arrière, qui fait que c'est plus facile d'aller trouver ce que tu cherches, puis beaucoup moins de règles. Ils ont simplifié de beaucoup les mécanismes de attaque à distance ou de mouvement des ennemis ou X, Y, Z, peu importe. Puis ça fait que, une fois que tu l'as appris, Gloomhaven est quand même plus lourd que Lord of the Rings, mais comme ça se tient quand même bien, puis c'est des jeux que j'apprécie énormément. Très fun. Numéro 2, Gloomhaven. Numéro 1. Le gros numéro 1. Le gros numéro 1. Seventh Continent. Avec, je pense pour moi, c'est quand même assez. Je pense pas qu'il peut se faire détrôner comme n'importe quand, bientôt. C'est le même que je veux le dire. C'est comme, je veux pas dire qu'il y a une grande longueur d'avance, mais je pense que tant et longtemps que j'ai pas tout exploré, tout exploité ce que le jeu a à m'offrir, je pense que ce jeu-là va rester numéro 1 de loin à cause du thème, à cause de ce que tu fais, à cause de vraiment comment tu rentres dedans, la découverte, les casse-têtes à résoudre, les choses que... Hey, j'ai jamais vu ça sur ma carte, toi tu l'as vu, puis là j'ai... Ah, quoi? T'es pas censé en parler, évidemment, mais on s'en parle pareil parce qu'on a deux aventures différentes. Puis André a trouvé des affaires que moi j'ai jamais trouvé, mais moi j'ai trouvé des choses que lui a jamais trouvé, puis pourtant on a marché ces mêmes cartes. Puis c'est juste vraiment comme un gros... Il frappe le bon spot, ce jeu-là, de tout le temps quelque chose de nouveau, tout le temps en train d'essayer de survivre. Tu t'arranges pour survivre avec ton personnage. Ce jeu-là, c'est vraiment exploration, survie, casse-tête à résoudre. Wow, le thème, il t'immerse, tu es immersé dans le thème. Il n'y a pas de barème, ce jeu-là. C'est juste, c'est un monde, puis tu peux jouer 10 heures si tu veux. Quand tu survis, tu peux jouer. Tu pourrais jouer toute ta vie sans accomplir la mission si tu veux. Parce que c'est un univers qui existe. Ça serait plate, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cool, cet aspect-là. Le jeu a donné une façon de sauvegarder au côté quand tu es tanné de jouer. C'est ça. Mais on a joué des sessions à ça. Je vais montrer ça à mon frère et son ami, juste pour vous montrer le jeu. On a joué 5 heures dans une soirée. Imagine, tu as joué 5 heures de temps, puis ça a comme. Ça passe. C'est tellement immersif. Puis là, aussitôt qu'on a fini, lui il était comme, ok, j'achète le jeu. C'est ça. C'est ça qui arrive. Ce jeu-là est vraiment. Je sais pas comment le décrire. Il fait tout ce qu'il est censé faire. Super bien, tellement bien. C'est comme un jeu vidéo, mais qui ont réussi à le mettre dans un board game. Mais je voudrais pas que ce soit un jeu vidéo. Non, je sais, mais comme. C'est vraiment comme. Wow. Ça laisse ce feel-là, comme si c'était un monde que tu peux, comme, il est interminable, que tu peux aller voir. Puis avec les expansions. Ils ont rajouté tellement de stuff. C'est comme.
J'ai tellement hâte de jouer à toutes les expansions. Ouais, on n'a même pas tout encore vu le. On va-tu, un moment donné, peut-être on va t'avoir vu ce que le jeu a offert, mais comme. C'est pour ça que Ben il dit que ça va être dur à détrôner pour longtemps. Ça va être dur à détrôner pour longtemps. Seventh Continent, c'est vraiment comme exceptionnel. Puis comme tu dis, quand je sors ce jeu-là, des fois je regarde l'heure, oh shit, il est rendu 11h30, minuit, 1h du matin. Là qu'on se pense à aller se coucher, on va se regarder. Mais tu joues à ce jeu-là tellement longtemps, d'une shot, boum! Puis t'aimes ça, puis tu vois pas le temps passer. Tu peux jouer 1h30 puis ça arrive, mais comme c'était l'heure que ça arrive. Après 1h30, on est comme, je veux continuer. Un autre carte. Un autre carte. On fait cette action-là ou on la fait pas? Ah, il ne reste pas de carte. On va juste chasser un petit peu. Une affaire qui surprend le monde un petit peu. C'est pas long que tu le sais. C'est un jeu de survie. Oui, c'est un jeu de survie. D'abord et avant tout. Parce que si tu ne survives pas, tu peux pas explorer. Arrange-toi pour survivre. Puis là, comme explore un petit peu, survivre. Mais oh man, c'est fun. C'est wow. J'ai. Numéro 1, Seventh Continent pour moi. Puis. Mon numéro 1, vu qu'on en parle, puis vous avez peut-être vu ma face s'illuminer, c'est aussi Seventh Continent. C'est notre seul crossover, puis en plus, on numéro 1 les deux. Ouais, c'est. Ce jeu-là, j'ai vu ça sur Kickstarter. Couple d'années passées. André a vu ça sur Kickstarter, puis comme, hey, va checker ça. J'ai dit, Ben, va checker ça. J'ai tout acheté le soir même. Malade. J'ai acheté all-in le soir même. J'ai dit à André s'en va online, il achète tout. On a tout acheté d'une shot, les comme deux. 300 pièces. C'était trop wow. C'était. Puis juste le concept. Oui. On n'a même pas vu que ça avait de l'air. On a vu comme des cartes. Faire comme quelques ça. photos, un peu aussi. Juste le concept de qu'est-ce qu'il expliquait, on était juste comme. Je peux pas passer à côté de ça. En plus, il disait qu'il n'allait pas être en magasin. Oui, puis il n'est pas en magasin. Il leur reste quelques copies, je pense, que tu peux peut-être acheter sur le site de Serious Pulp, qui est le designer, publisher. Ouais. Mais essentiellement, une fois qu'il n'y en a plus de copies, il n'y en a plus. Là. Eux autres travaillent déjà sur un autre projet. Puis Seventh Continent, c'est fini, c'est fermé, puis merci, bonsoir. Mais le jeu a vendu 7 millions de dollars sur Kickstarter. Puis ça a été extraordinaire. À la fin, les gars étaient comme, on ne sait plus quoi faire comme prochain goal, prochain stretch goal. On était comme... Ok, ben gang, excusez, mais on. À un moment donné, on n'a plus pour un bout, mais comme il fallait qu'il s'arrête pour y repenser. Puis là, on avait eu des courriels plus tard qui n'avaient même plus on a rajouté, puis, mais ça a été vraiment comme. Je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à une telle réussite. Puis ce jeu-là, il y a. Wow. Ça me tente. Je ne peux pas rien d'autre dire. Il n'y a pas de jeu qui peut rivaliser à ça. Je pensais à ça. Tous nos autres jeux qu'on a mentionnés, oui, il y a des legacy, des campagnes, mais ils ont tous comme une limite. Oui. À un moment donné, tous les jeux vont être la même chose où tu ne pourras plus jouer. Celle-là, il y a comme une limite, mais elle est tellement vaste dans le futur qu'il n'y a pas de jeu qui rivalise avec ça en fait de grandeur. Peut-être Gloomhaven. Ouais, peut-être Gloomhaven. Parce que Gloomhaven, il y a plein d'affaires. Comme tu veux, 60 scénarios. Puis avec tous les customizable scenarios. Vu que tu as comme les sticker sets, tu peux refaire et choisir d'autres chemins. C'est ça. Soit avec ça, peut-être options qui se présentent. Puis, écoute, même à ça, c'est. Tu sais, Gloomhaven n'est pas numéro 1 pour moi, c'est vraiment Seventh Continent. Puis la seule chose que je peux dire, c'est que si quelqu'un a Seventh Continent chez eux, puis qu'il joue tout le temps à ça, là peut-être qu'il va se sentir comme ça un moment donné, il va être détrôné parce qu'il joue tout le temps à ça, puis il va éventuellement avoir tout figuré. C'est pas notre style, nous on joue à plein de jeux. C'est ça. À chaque fois qu'on en retourne dans Seventh Continent, comme. Wow! Mais, puis un autre détail, on le joue sans le Explorer's Notebook. Donc, on note pas ce que chaque carte nous offre jusqu'à présent. Je pense que c'est un ça. Comme le jeu venait avec. Tu pouvais l'acheter comme un extra. Moi, je ne l'ai pas acheté, c'est la seule affaire que tu notes ce que tu vois. Là, tu notes tout ce qu'il y a sur chaque carte. Donc, carte 1A, ok, ben c'est ça qu'il y a sur la carte 701A ou sur la carte 302. La carte 302, c'est tout ça que j'ai découvert jusqu'à présent. Puis éventuellement, tu retournes sur 302, tu découvres quelque chose d'autre, tu le notes quand même. Puis ça fait qu'éventuellement, tu n'as plus la surprise de qu'est-ce qu'il y a où sur quelle carte. Puis ça fait qu'à un moment donné, tu sais, comme ce casse-tête-là, ou cette énigme-là dans le jeu, c'est le même que je la résous, je me rends à 302, après à 403, puis je retourne à 701, puis je finis la partie. Puis comme, si tu enlèves l'aspect d'énigme, l'aspect de découverte à chaque fois, c'est certain que le jeu, il va peut-être faire « mais... » Je peux voir ça, j'ai demandé si c'était la même énigme, mais tu pourrais la résoudre, puis à un moment donné, comme que je veux changer d'énigme. Ouais, peut-être. Mais j'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas ce sentiment-là du tout. Puis comme, j'ai pas l'intention du tout de commencer à écrire dans un Explorer's Notebook qu'ils ont donné ou que tu peux imprimer en ligne, justement parce que je veux toujours garder ce sentiment de découverte-là à chaque fois que je flippe une carte, être
il y a telle affaire sur la carte, telle chose, telle affaire, ok, il devrait avoir ça à peu près dans tel numéro, peut-être qu'il y On a sait à peu près, mais des fois tu manques, t'as comme une cause à l'ouest, à l'est, puis là t'es comme Ah man, non, j'ai là, t'en gaspillé peines, comme puis- en action. Mais puis c'est là, vraiment je- thématique parce que un nouveau continent, mettons que t'es toi qui est là. Ouais. Tu me semble qu'on avait vu ça là, quelque part à l'est, passer la montagne. Ouais. Là, tu te retrouves là, mais t'es un peu trop à gauche, un petit peu trop à gauche, ça fait du sens. C'est Ouais. extraordinaire. Ouais. Sur ça, gang, écoutez, ça vous donne une bonne idée d'un peu des types de jeux qu'on aime, Ouais. ou surtout notre top 10. Puis quelques mentions honorables si jamais vous cherchez d'autres jeux à ajouter à votre collection. Ouais. Mais encore une fois, c'est juste nos opinions. Plusieurs de ces jeux-là ont une démonstration sur notre chaîne YouTube. Allez la voir si jamais vous êtes intéressé ou curieux de savoir c'est quoi. Ouais. Puis merci de nous avoir écoutés. Merci.